Voilà, merci tout d'abord à tous de vous être connectés et bienvenue dans ce webinaire RSE, donc le deuxième webinaire RSE proposé par Mobiliance. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour suivre ensemble le chemin vers la route du développement durable pour vous aider à construire cette démarche RSE structurée, une démarche simple et adaptée à vos réalités d'entreprise. Donc, avant de démarrer, quelques mots sur les intervenants d'aujourd'hui. Donc, je me présente, Véronique Henry, directrice RSE de Mobiliance, et j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui ce webinaire en présence de Sabrina Dupin. Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, Sabrina Dupin, je suis directrice générale de Calix Conseil, qui est une filiale de Mobiliance sur les activités de conseil sur la qualité, la sécurité, l'environnement, les RH et la RSE, bien entendu. Voilà. Et nous sommes accompagnés de Eve Baudouin qui réalise un stage de 6 mois au sein de la direction RSE de Mobiliance. Donc, notre objectif commun aujourd'hui, c'est de vous donner des clés concrètes pour avancer sereinement dans la mise en place de votre démarche RSE. Alors, tout d'abord, ce webinaire s'inscrit dans le cadre du nouveau programme 1, 2, 3 RSE conçu par Mobiliance et Calix Conseil. Donc, c'est un parcours en 3 étapes qui est conçu pour vous donner progressivement les outils et l'autonomie nécessaires pour construire votre démarche RSE. La première étape, c'est le démarrage. On vous explique en quoi consiste la RSE et on vous donne les clés pour démarrer. La deuxième étape, c'est de choisir une direction et de planifier votre itinéraire. Et la troisième étape, c'est de vous apprendre à conduire en toute autonomie votre démarche RSE. Donc, un petit retour en arrière sur le précédent webinaire. Peut-être que vous y avez participé. Donc, le webinaire numéro 1 consistait à la présentation de la première étape. Donc, comment démarrer une démarche RSE en découvrant les grands principes, la logique de progression et en vous donnant les premiers outils disponibles nécessaires au démarrage de votre démarche RSE. Si vous n'avez pas pu visionner ou participer à ce webinaire, nous vous avons remis ici le lien vers le portail Internet de Mobiliance sur lequel vous pourrez trouver l'enregistrement du webinaire ainsi que les outils qui ont été présentés. Ne vous inquiétez pas, vous trouverez tout ça sur notre portail Internet et nous allons vous présenter un petit peu plus tard comment y accéder. Et aujourd'hui, nous allons donc nous concentrer sur la deuxième étape de notre démarche 1, 2, 3 RSE par Mobiliance. Donc, la deuxième étape consistant à la planification de votre itinéraire. Donc, c'est pouvoir choisir votre destination RSE et vous fixer des enjeux prioritaires pour ensuite vous permettre de passer à l'action. Avant de rentrer dans la première étape, je vous propose de vous partager tout de suite le fonctionnement de notre outil, de notre boîte à outils disponible sur notre site Internet. Donc, je me connecte au site Internet de Mobiliance. Donc, vous arrivez sur la page de garde. Vous pouvez vous connecter au travers de ce petit personnage-là qui vous permet de rentrer vos logins et votre mot de passe pour pouvoir avoir accès à votre portail en tant qu'adhérent. Donc, une fois que vous êtes connecté à votre portail en tant qu'adhérent, vous allez sous Expertise, Développement durable, RSE, et vous trouvez ici l'ensemble des outils mis à votre disposition. Donc, sur la droite, vous voyez le menu déroulant boîte à outils. Voilà, donc l'ensemble des outils déjà disponibles, vous les trouverez ici. Vous pouvez poursuivre avec les ressources. Alors, ma souris a un petit peu un temps de latence. Ressources, et ici, vous trouverez en particulier le webinaire numéro 1. Si vous n'avez pas pu le visionner, il est ici. Et vous pouvez trouver donc le webinaire ainsi que le compte-rendu et les différents outils qui ont été présentés. Je retourne à notre présentation.
de ce jour pour commencer la deuxième étape, c'est-à-dire la définition de vos enjeux prioritaires et le tracé de votre itinéraire. En premier lieu, pour identifier vos enjeux prioritaires, il y a 3 leviers complémentaires. Le premier levier, c'est tout d'abord l'écoute de vos parties prenantes. Nous avions vu lors du webinaire numéro 1, et vous trouverez dans notre boîte à outils, les questionnaires, des exemples de questionnaires qui vous permettent de consulter vos parties prenantes afin d'identifier les attentes de celles-ci. Donc, on entend par parties prenantes toutes les personnes et toutes les organisations qui gravitent autour de votre entreprise, autant les salariés que les investisseurs, les banques, les clients, vos fournisseurs ou d'autres acteurs de votre écosystème. Le deuxième levier pour identifier vos enjeux RSE, et c'est l'outil de veille. Donc, nous vous conseillons évidemment de faire une veille du marché afin de comprendre quels sont les enjeux adressés par votre concurrence, par les médias, par les contraintes réglementaires. Donc, comprendre quels sont les enjeux de votre environnement et votre écosystème. Et le troisième levier, c'est on vous propose de réaliser un autodiagnostic de vos pratiques RSE grâce à un questionnaire qui est disponible dans notre boîte à outils. Je vous ai présenté où vous pourrez le trouver et je vais vous présenter à présent quelques photos d'écran vous permettant de comprendre comment fonctionne ce test de maturité. Donc, le test de maturité RSE, donc c'est 15 questions et nous avons structuré ces 15 questions en nous inspirant de 2 référentiels qui sont des boussoles en matière de RSE. Le premier référentiel est le référentiel ISO 26000. Donc c'est une norme internationale qui définit le cadre à mettre en place pour mettre en place une démarche de RSE. 7 questions centrales y sont traitées. La gouvernance, les droits de l'homme, les conditions de travail, l'environnement, le droit des affaires, le droit de la consommation et tous les enjeux en lien avec la communauté et le développement territorial. C'est une démarche ISO, mais qui n'est pas certifiable. Elle permet de mettre en place une démarche d'amélioration sans certificat à la clé. Donc, c'est une norme très structurante. Et le deuxième référentiel dont nous nous sommes inspirés, c'est le référentiel dit VSME. C'est une norme volontaire européenne qui est adaptée aux PME qui ne sont pas soumises à la directive européenne CSRD. Donc, c'est une directive dont vous avez très certainement entendu parler, qui a pour but d'encadrer les obligations de reporting RSE pour les très grandes entreprises. Donc, toutes les entreprises qui ne seraient pas soumises au cadre de la CSRD peuvent se saisir de ce référentiel volontaire, la VSME, qui a été publié en Europe en décembre 2024 et qui est composé de 2 modules. Un premier module dit de base, donc qui reprend les exigences minimales, et un deuxième module plus renforcé, avec des pratiques plus avancées, qui est dit narratif. Donc, nous nous sommes inspirés de ces 2 référentiels pour construire notre autodiagnostic, dont je vais vous présenter quelques photos d'écran pour que vous puissiez comprendre le fonctionnement. Les 15 questions de cet autodiagnostic sont réparties selon les 3 piliers de la RSE. Donc, je vous rappelle les 3 piliers de la RSE. Le premier, social. Le deuxième, les questions environnementales. Et le troisième pilier, les questions de gouvernance, c'est-à-dire de politique. Et j'y ai ajouté les questions d'empreinte territoriale. Vous, en tant que chef d'entreprise, l'empreinte dans votre territoire. Donc, nous avons réparti sous ces 3 piliers différentes questions. Donc, dans le social, nous traitons des enjeux de santé et de sécurité au travail, des questions de diversité et d'égalité des chances, de rémunération et d'équité salariale, de développement des compétences et de bien-être et qualité de vie au travail. Dans le pilier environnement, nous adressons les enjeux de la question du changement climatique et de la gestion des énergies, des questions
en lien avec la maîtrise des consommations d'eau, des questions en lien avec la gestion des déchets et l'économie circulaire, et un dernier item autour des enjeux de pollution des eaux, des sols et de la qualité de l'air. Le troisième pilier traite donc de la gouvernance, c'est-à-dire de vos politiques et de l'empreinte sur votre territoire. Nous y traitons, et l'idée c'est d'évaluer votre maturité RSE pour les sujets suivants, donc votre politique RSE et votre stratégie. Des questions en lien avec la mobilité durable et responsable et votre appropriation de ces sujets en tant que levier économique et nouveaux marchés à adresser. Les questions d'éthique et de gouvernance, donc là on parle plutôt d'éthique des affaires. Votre engagement territorial, donc au sein d'associations, de communautés locales, etc. Vos relations avec vos fournisseurs et vos achats. Et le dernier item concerne le dialogue avec les parties prenantes. Donc, pour chacun de ces items, dans les 3 piliers, il y a un certain nombre de questions, donc au total 15. Et ces questions, vous y répondez en choisissant un niveau de maturité A, B, C ou D, en vous donnant le niveau à atteindre pour chaque, les questions à atteindre, les enjeux à atteindre, pardon, pour chacun de ces choix A, B, C et D. Et après avoir renseigné et évalué votre propre maturité selon ces 4 niveaux A, B, C et D, vous obtenez en synthèse un résultat vous indiquant votre score moyen. Donc, selon une approche de 0 à 100, pour vous indiquer où vous vous trouvez dans le niveau de maturité sur le pilier social, le pilier environnement et le pilier gouvernance et territoire. Donc, cette grille de maturité vous permet d'avoir un premier aperçu des enjeux, de vos points forts et des leviers d'amélioration à adresser. Une fois que vous avez identifié vos leviers, vos points forts et vos leviers d'amélioration, l'étape que nous allons parcourir à présent ensemble, c'est une étape qui consiste à trouver votre direction, à définir votre direction et à tracer votre itinéraire. Donc, rédiger la politique et votre feuille de route RSE. Je reprends la parole. Sur cette politique RSE, on peut se poser la question de pourquoi on rédige une politique RSE. C'est un document en fait très simple, très court et qui s'affiche et qui explique vos différents engagements en faveur de la RSE. Donc c'est un document qui est important, c'est souvent le premier document qu'on essaie de rédiger parce qu'il est là pour également fédérer vos équipes, de montrer là où vous souhaitez aller, ça donne un cap. Ça donne confiance. Hein, quand on va des fois dans des entreprises et qu'on voit la politique RSE qui est affichée, on se dit en tant que client ou partenaire, selon qui on est quand on rentre dans votre entreprise, on se dit que l'on rentre dans une société qui a défini et qui a décidé de s'engager en faveur du développement durable. Donc, c'est assez engageant. Ça valorise votre entreprise et c'est un document qui est également communiqué, affiché, diffusé à qui vous le souhaitez. Quelques éléments de conseil pour rédiger ce document et cette politique. Elles servent d'abord à expliquer pourquoi vous vous engagez. Donc, souvent, on en profite pour déclarer nos principes, nos valeurs d'entreprise. Elle permet également d'expliquer comment on s'engage en faveur du développement durable, en faveur de la RSE. Donc, comme l'a dit Véronique tout à l'heure, on peut repartir des différents piliers que sont l'environnement, le social, la gouvernance et l'empreinte territoriale pour définir de façon claire, pragmatique et assez réaliste ce que vous avez décidé sur ces 3 piliers ou 4 engagements. C'est votre choix. Donc, une politique d'une entreprise A n'est pas forcément la même qu'une politique d'une entreprise B. Ce sont vos valeurs, vos choix, vos décisions et vos actions qui sont indiquées dans cette politique. Donc, c'est important de prendre le temps de la rédiger et de s'y engager. Voilà. Donc, on vous a mis ici un modèle de politique que vous retrouverez dans la boîte à outils présentée tout à l'heure. Donc ici, on voit bien que l'on a, politique, c'est un exemple, hein, vous pouvez la prendre en main, l'adapter tel que vous le souhaitez. Donc vous remettez le nom de votre entreprise, vous pouvez signer cette politique, c'est aussi un gage d'engagement, si je puis dire. Après,
Mais ça permet de vraiment montrer votre choix et vos décisions. Donc là, on a repris les 3 piliers, environnement, social et gouvernance, que l'on a déclinés avec quelques principes et engagements principaux. Donc on a repris quelques exemples en environnement, le suivi des consommations, la partie économie circulaire qui valorise ce que vous faites, la partie sociale sur le bien-être au travail, sur les achats responsables, et en gouvernance, on a repris des sujets comme les axes d'amélioration, la satisfaction client, la transparence. Donc après, chacun est libre d'identifier ses actions, ses valeurs, ses décisions, ses choix, et de les décliner en 3 piliers. Vous pouvez le faire complètement différemment. Après, c'est vraiment votre propre engagement, votre propre politique. Il ne faut pas hésiter à y mettre votre patte, en fait. Alors, une petite question. Est-ce que vous voyez toujours notre écran? Parfaitement. Parfait. Merci. Une fois qu'on a rédigé sa politique, qu'on a défini ses engagements, l'idée, c'est de les décliner en objectifs, parce qu'on parle de feuille de route, on parle de cap, de fixer un cap RSE. Et quand on se fixe un cap, on se fixe des objectifs et des cibles. Donc là, on vous a repris quelques exemples d'engagements environnementaux avec des objectifs simples. Par exemple, je réalise mon bilan carbone scope 1, scope 2. Je sensibilise mes équipes à la réduction des consommations d'énergie. Vous voyez, on n'est pas sur des objectifs forcément très complexes. On est sur des objectifs qui sont pragmatiques, qui sont adaptés à la taille de votre structure, adaptés à votre ambition. Il ne faut pas avoir peur de définir les objectifs qui vous concernent. L'idée, ensuite, c'est de décliner ces objectifs et donc de les suivre. Et ça sert finalement de guide pratique pour bâtir un plan d'action. Ces objectifs sont vraiment là ensuite pour définir son plan d'action. Et j'insiste aussi sur un autre point important. Vous pouvez très bien vous fixer des objectifs en 2026, qui sont par exemple ceux qu'on a affichés à l'écran. Et puis en 2027, d'aller vous fixer des objectifs un petit peu plus loin. Par exemple, je décide de faire mon bilan carbone, mais je vais jusqu'au scope 3. Je décide de passer toute mon entreprise, tout mon garage au LED pour faire des économies d'énergie. C'est mes objectifs. Et on peut se fixer des objectifs comme ça, par étape, d'une année sur l'autre. Ça, c'est un point qui était important aussi à retenir dans votre feuille de route. Une fois qu'on s'est fixé ces objectifs et ces indicateurs, eh bien, on met le plan d'action qui va bien. Je parlais comme exemple du bilan carbone. OK, je me suis fixé l'objectif de faire en 2026 mon bilan carbone scope 1, scope 2. Pour ça, je dois collecter mes données de mon année N-1. Donc, si on est en 2026, je collecte mes données 2025, par exemple, de toutes mes consommations, gaz, électricité, tout ce qui est lié au chauffage ou à la clim que vous pouvez avoir, ainsi qu'au carburant dépensé si vous avez une flotte de véhicules. Et donc, je définis un plan d'action pour répondre aux différents objectifs que je me suis fixés. On peut avoir des objectifs, je répète, en environnement, en social, en gouvernance. On peut se fixer un objectif en gouvernance sur l'année 2026 qui serait je définis des achats responsables. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je vais peut-être décider de ne prendre que de la pièce de réemploi. Bon, je sais bien que ce n'est pas forcément des achats comme ça, mais ça peut être des objectifs beaucoup plus concrets, comme de faire des choix de produits financièrement responsables, mais pas que. Des choix de produits qui sont avec une éco-responsabilité, un éco-label sur tel ou tel produit, mais pas forcément sur tous. Voilà, on se fixe des objectifs raisonnables pour une année, et puis on monte point par point le niveau de mes objectifs d'une année sur l'autre. Et une fois que j'ai mes objectifs, j'ai mon plan d'action pour atteindre les objectifs. Et ça, c'est l'étape de passer des intentions aux actions. Je me permets un petit aparté. Nous avons des questions qui commencent à venir sur le chat. Nous en prendrons bien connaissance et nous vous proposons d'y répondre à la fin de ce webinaire. Je me permets de poursuivre, Sabrina, sur le bilan carbone volontaire donc, et de vous expliquer un petit peu plus en quoi consiste un bilan carbone volontaire scope 1, scope 2. Donc, c'est une proposition d'action que vous pouvez mettre en place très rapidement puisque Mobiliance vous donne accès à un outil gratuit en ligne sur le portail
Mobiliance que l'on a appelé Carbodiag. Donc, c'est un outil qui vous permet de mesurer votre empreinte carbone pour ces scope 1 et scope 2. Mais en quoi consistent les scope 1 et scope 2? Le scope 1, dans la méthodologie carbone, consiste à mesurer le poids carbone de vos activités réalisées, des activités liées à votre bâtiment. Donc, j'entends par là les consommations de chauffage, les consommations de gaz climatisant pour votre bâtiment. Donc, si votre chauffage est chauffé au gaz, l'idée, c'est de remonter, donc de consolider votre consommation de gaz sur une année pour votre bâtiment. Et grâce à Carbodiag, vous pourrez calculer le poids carbone de cette consommation de gaz. De la même manière, la climatisation, dans les méthodologies carbone, on considère que les climatisations des bâtiments lors des opérations de maintenance peuvent être amenées à avoir un petit peu un taux de fuite. Donc, on considère 5% de taux de fuite de fluide frigorigène. Et comment on le calcule dans Carbodiag? On vous demande de nous reporter la superficie de vos bâtiments climatisés. Par exemple, vous avez une salle de réunion qui fait 20 mètres carrés qui est climatisée, eh bien, vous remplissez dans Carbodiag 20 mètres carrés et ça vous donne le taux de fuite et donc l'empreinte carbone approximative de votre salle climatisée. L'autre élément qu'il faut remonter pour calculer le scope 1, ce sont les consommations de carburant pour vos véhicules d'entreprise ou les engins que vous détenez en tant qu'entreprise. Vous ne considérez pas les consommations de carburant de vos salariés qui viennent au travail ou de vos clients qui viennent sur votre site. Vous considérez uniquement les consommations de carburant de vos véhicules de fonction, de vos véhicules de service, de vos véhicules de courtoisie, tous les engins et les véhicules que vous détenez. Et le troisième sujet qui est également embarqué dans le scope 1, ce sont vos consommations d'énergie fossile liées à votre process. Dans le cadre de nos métiers, j'ai pris l'exemple évidemment des cabines de peinture qui consomment du gaz. Donc, si vous avez une activité de réparation avec des cabines de peinture, il faut également consolider les consommations de gaz. Mais si vous avez un compteur unique, vos consommations de gaz, du chauffage de bâtiment et utilisées pour le process, très certainement seront cumulées dans la même case. Donc, ça, c'est le scope 1. Le scope 2 concerne les consommations d'électricité. On calcule dans le scope 2 le poids carbone lié à votre consommation d'électricité que vous ne générez pas sur site, mais que vous achetez dans le réseau. Et donc, cette énergie, pour être produite et pour arriver jusqu'à votre bâtiment, nécessite des infrastructures. Ces infrastructures elles-mêmes ont eu un poids carbone au moment de leur construction. Donc, la méthodologie carbone nous demande d'intégrer le poids carbone lié à la consommation d'électricité. Carbodiag, avec un formulaire très simple, vous permet d'embrasser ces scope 1 et scope 2. Ce qu'on ne traite pas en revanche, c'est le scope 3. Le scope 3, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout le reste. Donc, c'est à la fois l'empreinte carbone liée au transport des biens et des personnes. Donc, tous les produits que vous achetez qui arrivent, par exemple, prenons l'exemple d'un pneu que vous achetez en Asie, qui est donc, que vous achetez, le pneu étant venu d'Asie. Donc, ce pneu a généré une empreinte carbone et par sa production en Asie et par son transport jusqu'à votre site. Donc, ce poids carbone, il est impacté dans le scope 3, il est comptabilisé dans le scope 3 et le transport des personnes, ce sont donc les transports de vos collaborateurs pour venir travailler, le transport de vos clients pour venir sur votre site. Donc, ce périmètre-là est embrassé et considéré dans le scope 3. Dans le scope 3, on considère également l'achat des produits et de services
liées aux immobilisations. Donc, par exemple, votre matériel informatique que vous immobilisez a généré une empreinte pour être produit. Donc, ce sont des sujets qui sont vus dans le scope 3. Et de manière générale, tous les produits et les services vendus, je vous le décrivais pour l'exemple du pneu, il y a eu des empreintes carbone pour leur fabrication et leur transport. Et je n'ai pas mis dans cette diapositive, mais ils sont considérés également dans le scope 3, le poids carbone de la production et du recyclage des déchets. Donc aujourd'hui, le Carbodiag que vous trouvez en ligne sur notre portail Mobiliance vous permet de faire le scope 1 et le scope 2. En revanche, nous n'y avons pas encore inclus le scope 3. Donc, je vous ai mis le lien ici. Vous pourrez aller consulter si vous ne l'avez pas déjà fait et utiliser Carbodiag gratuitement en tant qu'adhérent. Je vous ai mis quelques photos d'écran pour vous expliquer en quoi consistait le formulaire de Carbodiag. Donc, vous renseignez l'ensemble des données demandées dans ce formulaire. Donc, un premier pavé concernant votre identité, votre raison sociale, votre sirène, etc. Un deuxième pavé concernant les consommations d'énergie, de gaz, d'électricité et de fuel. Il y a une petite erreur, ce n'est pas la consommation d'énergie. Le deuxième pavé, c'est bien les superficies de bâtiments climatisés. Et le troisième pavé, il s'agit des consommations de carburant pour les véhicules détenus. Si vous avez plusieurs sites, l'idée, c'est de compiler l'ensemble des données au niveau du sirène. Donc, vous pouvez vous servir, on a joint également à Carbodiag un petit fichier Excel qui reprend l'ensemble des données qu'il est nécessaire de consolider pour calculer votre empreinte carbone sur les scopes 1 et scope 2. Donc, vous pouvez vous servir de ce fichier Excel pour aller solliciter vos sites et remonter ensuite au niveau du sirène, donc au niveau de votre maison mère, les consommations à renseigner en Carbodiag afin d'obtenir un rapport carbone volontaire au niveau de votre entité. Donc, ce rapport carbone volontaire scope 1, scope 2 vous permet d'identifier votre empreinte carbone, donc le reporting des émissions de gaz à effet de serre, mais également un reporting de consommation d'énergie. Donc, c'est la transcription de vos consommations énergétiques de gaz, de fuel, de carburant et d'électricité en mégawattheure, en une unité commune qui est le mégawattheure. Ce rapport, vous pouvez l'éditer, le télécharger en fichier PDF et ainsi le joindre, le transmettre à vos parties prenantes si on le sollicite. Par exemple, j'ai eu des adhérents qui m'ont contacté dans le cadre d'appels d'offres, qui répondaient à des appels d'offres demandant un certain nombre d'items RSE, dont la transmission d'un bilan carbone. Eh bien, vous pouvez transmettre votre rapport Carbodiag pour répondre à ce type de questions. On arrive à la fin de notre présentation. Donc, je vous rappelle les liens et les contacts utiles. Donc, on vous l'a présenté, notre boîte à outils et l'ensemble de nos services proposés à nos adhérents sur notre portail RSE. Donc, notre boîte à outils est une bibliothèque d'informations et un catalogue d'outils qui est en permanente construction. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre régulièrement pour y voir les évolutions. Si vous avez vous-même des besoins qui n'ont pas été encore adressés au travers des outils disponibles, n'hésitez pas à nous en faire part. Donc, vos contacts Mobiliance sont les contacts habituels, donc les contacts régionaux ou les contacts que vous avez par métier. N'hésitez pas à contacter votre contact Mobiliance habituel qui relaiera la question à la bonne personne adaptée s'il ne peut pas y répondre directement ou qui vous répondra évidemment directement en vous expliquant où trouver l'information si elle est disponible. Et si vous souhaitez être accompagné de façon personnalisée et monter en compétences, je ne peux que vous conseiller de vous adresser à notre partenaire Calix Conseil, donc Sabrina qui est ici présente. Je vous ai remis ses coordonnées, mais donc Sabrina est très disponible aussi pour répondre à vos questions. Justement, on va passer aux questions. Donc, on avait une première question concernant,
Donc, avez-vous des exemples d'objectifs sociaux et des indicateurs? Alors, sur le pilier social, effectivement, il y a différents sujets que Véronique a exposés elle a présenté la grille le diagnostic de maturité. Si on prend par exemple le développement des compétences, l'objectif, ça peut être l'indicateur, pardon, ce serait de suivre votre pourcentage de salariés formés par an en se fixant un objectif que vous êtes libre de vous fixer de votre côté, ou le pourcentage, le nombre d'heures de formation par collaborateur. Ça aussi, ça peut être un indicateur intéressant à suivre. Après, sur la partie santé-sécurité, ça peut être le nombre d'accidents du travail qui peut, j'espère, ne vous arrive pas trop souvent, mais qui peut être intéressant de suivre également. Le turnover sur climat social, on a parfois des indicateurs on peut se fixer on peut se faire des questionnaires de satisfaction, alors plus ou moins nominatifs ou pas, après c'est votre choix, avec un taux de satisfaction de salariés, voilà, ce genre, nombre de réunions que vous faites, nombre de formations sur la sécurité qui peuvent être suivies également, voilà, il y a quelques idées sur le sujet social en termes d'objectifs ou d'indicateurs. Un des premiers sujets également que parfois les entreprises n'ont pas pu mener à bien, c'est la mise en place d'un document unique. Et je me permets aussi de vous rappeler que nos équipes Mobiliance territoriales ont des compétences pour vous accompagner sur ce sujet. Donc, le document unique, Sabrina, tu peux peut-être nous expliquer en quoi ça consiste? Oui, c'est un document, donc ça s'appelle le document unique d'évaluation des risques professionnels qui vous est demandé souvent par la médecine du travail si vous avez un organisme de médecine du travail qui vous accompagne pour les rendez-vous de vos collaborateurs. Il est également obligatoire pour toutes les entreprises, quelle que soit sa taille. C'est un document qui reprend tous les risques identifiés potentiels de votre activité et les actions que vous mettez en place pour limiter ces risques. Donc, ce document Mobiliance, effectivement, comme le dit Véronique, peut vous accompagner. Il y a des documents types qui sont à disposition également, qui sont préparés, qui sont faits, qui sont déjà orientés par rapport à votre activité. C'est des documents types qui listent également déjà tous les risques possibles sur votre entreprise. Et vous avez, alors est-ce que j'en parle, l'IRP, prévoyance qui vous accompagne également, qui peut aussi vous accompagner en complément de Mobiliance pour la mise en place de ce document unique. Donc rappelez-vous, c'est une obligation réglementaire. Vous devez tous en avoir un. Et je me permets aussi d'aborder ces questions sociales qui sont tellement importantes, vous, en tant que chef d'entreprise, souvent. Donc, Mobiliance et les équipes HSE, donc Hygiène, Sécurité, Environnement de Mobiliance. Nous avons 4 experts répartis sur l'ensemble du territoire français qui peuvent vous accompagner sur ces sujets et qui donc peuvent vous accompagner pour vos cas particuliers, mais qui également animent des formations sur les sujets de la sécurité et de la santé au travail. Donc, il y a un certain nombre de formations, je n'ai pas forcément les plannings en tête, mais n'hésitez pas à regarder les communications de vos Mobiliances régionaux sur ce sujet. Ils sont réalisés avec des organismes tels que IRP Auto, etc. Donc, des sensibilisations, des formations qui vous permettent de traiter des sujets particuliers. Je sais qu'il y a eu des sujets en lien avec le risque électrique pour la gestion des batteries lithium. Il y a aussi eu également des sujets en lien avec les incivilités, les maladies professionnelles, etc. Donc, ces moments de sensibilisation, de formation vous permettent aussi de gagner en compétences et puis de continuer à avancer dans vos politiques HSE qui sont tellement complémentaires des démarches RSE. Je fais une petite parenthèse également sur le pilier social. Il y a le sujet RH, qui est un gros sujet dans le pilier social, en plus de la santé-sécurité. Vous avez une obligation de ce qui concerne les entretiens professionnels, les entretiens bilan à 6 ans. Ça aussi, ça fait partie des objectifs que vous pourriez vous fixer, si ce n'est pas déjà fait, évidemment, de faire ces entretiens et de les formaliser. Voilà. C'est un point aussi qui est très important dans le pilier social et qu'on retrouve beaucoup. Alors, nous avons une question plus en lien avec le bilan carbone volontaire, donc Carbodiag. Alors, la question est, est-ce que dans le scope 1, on intègre pour le suivi des carburants les déplacements professionnels avec ou sans véhicule de société et les trajets domicile-travail des salariés? La réponse est
Non, en fait, il faut considérer dans le scope 1 uniquement les véhicules que vous détenez. Donc, les déplacements professionnels faits avec les véhicules de société, oui, vous les intégrez parce qu'on mesure l'empreinte carbone de votre véhicule, enfin des véhicules de votre société. Et tous les véhicules que vous ne détenez pas, c'est-à-dire si le déplacement professionnel est fait avec un véhicule personnel, ou que votre collaborateur vient travailler dans votre entreprise avec son véhicule personnel, vous ne considérez pas ces consommations de carburant dans votre scope 1. La méthodologie carbone embarque ces consommations de véhicules personnels dans le scope 3. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Donc, on a parlé du pilier social, du pilier environnement. Peut-être que Sabrina, est-ce que tu peux donner quelques exemples du pilier gouvernance, quelques exemples d'enjeux de gouvernance et d'objectifs et de cibles qui y seraient liés? Oui, on peut reprendre, si tu veux, afficher dans la gouvernance ton autodiac. Peut-être que ça permettra d'identifier un peu les enjeux qu'on retrouve classiquement dans ce pilier. Si tu peux. Oui, alors j'essaye de... Non, dans l'écran, dans la présentation. Très bien, pardon. La page de présentation d'extrait, comme ça on va visualiser, si tu veux bien, la partie autodiac juste avant encore. Voilà, ici, donc dans la gouvernance, on voit les sujets comme l'éthique, la gouvernance, l'engagement territorial. Dans l'engagement territorial, on peut par exemple se fixer un objectif de sponsoriser ou d'être mécène du club de foot ou du club de danse parce que vous avez une attirance particulière pour ce sport. Après, c'est votre choix. Ça peut être participer ou être volontaire dans une association pour nettoyer la zone industrielle dans laquelle vous êtes. Voilà. L'engagement territorial, ça peut être se fixer ce genre d'objectif. Dans la partie dialogue avec les parties prenantes, l'objectif qu'on pourrait trouver de façon pragmatique, c'est dans un premier temps de lister ces parties prenantes et d'identifier les différents échanges que vous avez avec ces parties prenantes. Je vous rappelle, une partie prenante, c'est quoi? Un client est une partie prenante majeure, les collaborateurs, les assureurs, les banques, les partenaires, les fournisseurs. Donc, ce sont vos principales parties prenantes avec lesquelles vous avez beaucoup d'échanges, avec lesquelles vous avez des attentes, vous, de votre côté, mais elles ont aussi des attentes de leur côté. Et parfois, on peut se fixer un objectif de se dire, ben voilà, cette année, je vais essayer de formaliser les différents échanges que j'ai avec celles-ci et d'identifier leurs attentes. Et ça peut être ça, une première action, un premier objectif dans la partie gouvernance. Afficher sa politique RSE est un premier objectif très important et de communiquer sur sa politique. Ça peut aussi être un objectif. J'embarque également, moi, dans les sujets de gouvernance, des sujets qui sont importants pour la sécurité de votre entreprise, tels que les enjeux de politique de cybersécurité. Vous êtes, toute entreprise malheureusement est de plus en plus soumise à ce risque de cybersécurité. Maîtriser ce risque, ça fait partie aussi de votre démarche RSE au sens large, puisque, rappelons-nous, la RSE, ça n'est pas que de l'environnement et du social, du sociétal, c'est également et surtout de l'économie. C'est d'avoir une entreprise pérenne et qui puisse perdurer dans le temps. Donc, embarquer ces sujets de cybersécurité sont des sujets que vous pouvez totalement intégrer dans votre politique et dans votre gouvernance RSE. Il y a également la conformité, l'étude de la conformité réglementaire RGPD. Que vous retrouvez, vous avez normalement une obligation sur la gestion des données des données personnelles, soit à 2 endroits, dans les contrats de vos collaborateurs et également au niveau de vos clients. Donc, on va retrouver souvent ça dans les conditions générales de vente au dos de vos horaires ou au dos de vos contrats. Et ça, c'est 2 points importants sur la conformité réglementaire liée à la RGPD. Le dernier sujet aussi que vous pouvez adresser dans le pilier gouvernance, ce sont tous les sujets en lien avec le droit de la consommation et la médiation. Vous savez que Mobiliance vous propose aussi un accompagnement pour ce volet médiation commerciale. Et donc, ce sont typiquement des sujets de gouvernance que vous pouvez embarquer dans votre démarche RSE, que vous pouvez valoriser également au travers de votre démarche RSE. Je
je compléterai l'idée aussi, dans tous les sujets qu'on vient d'évoquer ensemble sur le pilier social, environnement, gouvernance, je pense que vous vous rendez compte tous que finalement, vous faites de la RSE depuis longtemps. D'où le fameux questionnaire de maturité proposé par Véronique, parce que vous avez tous un certain niveau de maturité, un certain niveau d'engagement RSE, qu'il va être intéressant d'améliorer, certes, c'est toujours bien, mais d'afficher, de communiquer, pour valoriser votre entreprise et tout ce que vous faites déjà. Alors, si nous avons épuré toutes les questions que vous pouviez vous poser, je vous propose de vous donner rendez-vous au prochain webinaire, donc, qui nous permettra de poursuivre dans notre démarche 1, 2, 3 RSE. Donc, la dernière étape étant de vous donner définitivement les outils et les clés pour que vous puissiez conduire en toute autonomie. Déjà, un premier travail important qu'on aura le plaisir de vous présenter, ou en tout cas d'aborder lors du prochain webinaire, ce sera donc le référentiel que nous construisons actuellement avec Calix Conseil. Donc, c'est un référentiel qui sera plus étoffé, qui vous permettra d'avoir une vision 360 des enjeux RSE à adresser pour chacun de vos métiers. On va essayer de couvrir le maximum de problématiques, des problématiques de l'auto-école, en passant par la réparation automobile, en passant par la vente de véhicules ou le recyclage ou la PIEC, etc. Donc, de vous donner un guide, une feuille de route qui vous permette d'adresser l'ensemble des sujets de la RSE dans un référentiel métier, Mobiliance. Donc, ce référentiel s'appellera le référentiel 1, 2, 3 RSE, et Calix, donc Sabrina, va nous aider à le construire. Donc, ça fera partie des outils importants qui vous permettront d'avoir les clés pour conduire votre démarche en toute autonomie. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire, et donc nous vous donnons rendez-vous au prochain en espérant que cela vous a été utile, et on planifie le prochain plutôt pour début 2026, qu'on ait le temps d'avancer nous aussi sur nos outils. Merci à tous, et un très bon déjeuner et un très bon après-midi. À bientôt. Au revoir.